La justice. Qui que nous soyons, nous trouvons souvent les choses injustes lorsqu'elles ne vont pas dans notre sens. Bien que pour être honnête, il y a toujours moins chanceux que nous. Le sentiment d'injustice est bien plus agréable lorsque nous sommes du bon côté des événements. Eh bien, aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire d'une femme qui s'est retrouvée du mauvais côté, juste parce qu'elle était née au mauvais moment. Daisy Fitzroy, une américaine issue d'une famille modeste, ayant le goût du travail, pleine d'ambition pour l'avenir. Mais malheureusement, elle fut vite enchaînée, condamnée à mort pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Depuis sa cellule, son regard était tourné vers le ciel, la peur au ventre à l'idée de perdre bientôt la vie. Et c'est de ce même ciel qu'est descendu un jour un étrange véhicule qui allait changer son histoire. Des hommes armés la firent entrer dans ce véhicule qu'elle n'avait jamais vu. Sa peur était grande, mais elle ne voulait pas le laisser paraître. Son sentiment d'anxiété grandit lorsque le véhicule rempli de personnes partageant la même couleur de peau s'élève de plus en plus jusqu'au-dessus des nuages, pour arriver dans un endroit dont elle avait entendu parler, mais qu'elle pensait disparu à jamais. La fierté de l'Amérique, Columbia. La découverte de cette cité radieuse et majestueuse éteindra son sentiment de peur pour laisser place à l'espoir. Mais elle était toujours prisonnière de ses liens, et Daisy était loin de se douter de ce qui l'attendrait ici. Car Columbia n'était déjà plus la cité de rêve qui vous a été décrite auparavant. L'élite de Columbia avait des mœurs étranges, dénigrant les populations de couleur, les désignant pour faire les basses besognes. C'est ainsi que Jeremiah Fink, l'inventeur le plus réputé de la cité, ayant construit la plus grande manufacture de Columbia, envoyait des zeppelins pour récupérer des hommes de couleur condamnés à mort, pour leur offrir une seconde chance, mais aussi leur donner la charge des tâches ingrates. Daisy n'allait pas si mal s'en sortir, car elle se vit attribuer le travail de gouvernante dans l'un des endroits les plus prestigieux de la cité, la maison Comstock. Auprès de celui qui avait fondé ce paradis céleste, un prophète, en lequel elle ne croyait pas du tout. Daisy n'avait pas réellement de conviction religieuse, son manque de chance et de considération ayant affecté sa foi. Cependant, elle ne pouvait pas dénigrer les miracles engendrés par cet être fascinant. Mais un autre être la fascinait davantage. Lady Comstock. Quelqu'un d'authentique selon elle, raffiné et humble, quelqu'un qui devenait de plus en plus une source d'inspiration pour Daisy. Mais un soir, Fitzroy fut horrifié de découvrir son modèle, son idéal féminin, gisant sur le sol, sans vie, assassiné. Lorsque le père Comstock découvrit le corps de sa bien-aimée, fou de rage, il accusa bien évidemment la gouvernante de ce crime, et ainsi Daisy fut à nouveau arrêtée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Arrêtée par les autorités de Columbia, emprisonnée, pour ensuite être envoyée auprès de l'éminent docteur Francis Pinchot, qui lui fera subir de nombreux interrogatoires, tests psychologiques, de manière à faire lumière sur la vérité. Mais alors que Daisy Fitzroy était devenue l'ennemi numéro 1, ayant été jusqu'à assassiner froidement une femme qui était aux yeux de tous une sainte, méprisée pour sa couleur de peau et ses idéaux, le docteur Pinchot, lui, se fascina de plus en plus pour le personnage. Daisy était un génie. Elle était capable d'assimiler des informations bien plus vite que la normale. Les meilleurs résultats qu'il ait jamais vus. Derrière une personnalité affirmée et intéressante. Alors, le docteur Pinchot, sommé d'effectuer des interventions médicales visant à neutraliser la jeune femme, allait finalement agir contre la volonté du prophète, pour donner une nouvelle chance à Daisy, et la libérer de ses chaînes. Cette expérience avait ancré une haine de Columbia et de sa population par la jeune femme, constatant toujours plus le mépris des classes inférieures par les élites de la cité. Cet endroit était censé être une terre de liberté, alors pourquoi ces valeurs étaient si régressistes ? Y avait-il quelque chose à faire ? Oui. Dans les profondeurs de Shantytown, véritable bas-fond des travailleurs de la Fink Corporation, Daisy rassembla ceux qui étaient prêts à rétablir l'équilibre. Les élites ne dirigeaient plus.
Ça ne devait pas être un prophète qui dirige le monde, sous prétexte de vision, quitte à mépriser le peuple, car c'était lui qui devait diriger. Le peuple. Alors Daisy créera un mouvement révolutionnaire. Daisy créa la Vox Populi. Si les membres étaient relativement peu nombreux à rejoindre le mouvement de la jeune femme, elle sut convaincre au fur et à mesure, menant petit à petit quelques actions contre les élites, visant à secouer les consciences, visant à terme à prendre le pouvoir. Mais un événement, loin de Columbia, allait empirer la situation et démultiplier les partisans de la Vox. 1901. Sur la terre ferme, à Pékin, une société secrète lancera un mouvement de rébellion conservateur qui restera dans l'histoire comme la révolte des boxeurs, donnant lieu à un conflit ouvert sur le territoire, prenant en otage des citoyens étrangers pour faire valoir leurs convictions. Et parmi ces étrangers, des citoyens américains. Désormais à la tête d'une véritable nation, d'une cité utopique, qui était aussi une forteresse surarmée, Comstock lancera les foudres de Columbia sur Pékin, afin de préserver l'honneur américain, réalisant à nouveau un véritable massacre. Mais les États-Unis ne suivirent pas. Columbia devait être une vitrine, preuve de la suprématie américaine, et non pas une arme de guerre. Mais Comstock ne l'entendait pas de cette oreille, et vit le rappel de Columbia par les États-Unis d'Amérique comme un affront. C'était décidé. Columbia resterait désormais dans le ciel, de manière définitive, coupée du monde, coupée des pêcheurs, des politiciens qui n'assumaient pas leurs valeurs. La cité ferait sécession avec les États-Unis, devenue indépendante, et sa population, suivant aveuglément les paroles du prophète, se trouvait selon eux du bon côté. Comstock, devenu prophète, était maintenant aussi un roi, libéré de ses chaînes, libéré des lois américaines, des lois anti-esclavagistes et de sécurité des travailleurs. Il pouvait maintenant diriger son Éden selon ses propres valeurs, en assumant tout son mépris pour les populations minoritaires et ainsi rétablir des chaînes d'un autre temps. Rétablir l'esclavage. Certains acceptèrent cet état de fait, reconnaissant de vivre à Columbia, mais le ressentiment était toujours là. D'autres rejoignirent la Vox Populi. Daisy Fitzroy, l'ennemi public numéro 1, devint un symbole d'espoir. La Vox Populi gagnait en puissance, en influence, mais se battait toujours contre Goliath. Mais les consciences étaient maintenant éveillées. Tandis qu'une propagande envahissait Columbia, désignant Daisy Fitzroy comme un véritable monstre, et la Vox Populi comme l'œuvre du démon, le bas peuple fut séduit par ses valeurs. Les fondateurs devaient saigner, l'ordre des choses inversé. Gloire au peuple, vive la Vox, vive Fitzroy, et à bas le prophète. Mais il faudra encore quelques années à Daisy et à la Vox pour voir venir l'homme qui changerait le cours de la bataille. Mais ça, c'est une autre histoire.